Je vais maintenant prononcer 7 lettres qui vont vous mettre l'eau à la bouche. Vous êtes prêts? P, R, A, L, I, N, E. Ça y est, vous avez les papilles en folie? Mais attention, selon que vous êtes français ou allemand, vous ne salivez pas pour la même chose. Les Allemands pensent à ça, tandis que les Français pensent à ça. La praline est donc un faux ami, un mot qui existe dans 2 langues mais avec des significations différentes. La praline des Allemands, c'est le petit chocolat des Français. La praline des Français s'appelle en allemand gebrannte Mandel, amande grillée, un nom qui, à défaut d'être original, a le mérite d'être précis. Mais ça ne nous dit pas d'où vient le mot praline. Eh bien, il viendrait de César de Choiseul, comte du Plessis-Praslin, maréchal de France, qui en 1649 est envoyé amadouer les Bordelais qui se révoltent contre la royauté. Pour cela, le comte invite les magistrats bordelais à un grand dîner à la fin duquel il sert des amandes enrobées de sucre caramélisé, friandise inventée par son cuisinier pour l'occasion. On s'enquiert du nom du délice et au lieu de le baptiser du nom de son cuisinier, le comte du Plessis-Praslin s'approprie la paternité. La praline est née. Plus tard, le cuisinier retournera dans sa ville natale de Montargis et fera fortune en vendant des pralines dans sa confiserie au maréchal duc de Praslin. Vous noterez qu'il a gardé le nom du comte, qui était sûrement plus vendeur que le sien. Au fil du temps, la praline perd son S. Parfois, l'amande est remplacée par une noisette ou une cacahuète. Dans la région lyonnaise, on l'enrobe de sucre rouge et un nouveau mot fait son apparition, pralin. Il désigne des pralines concassées utilisées en pâtisserie. Mais ne nous égarons pas, tout ça ne nous dit pas comment le mot praline est arrivé en Allemagne. Voici l'histoire que les Allemands se plaisent à raconter. En 1663, un grand rassemblement réunit les princes allemands et leur empereur à Ratisbonne. Et qui est l'émissaire français envoyé par Louis XIV? Le comte de Choiseul-Plessis-Praslin. Pour l'occasion, le comte a un cuisinier allemand. Et ce maladroit fait tomber une amande caramélisée dans du chocolat fondu. Voilà, la praline des Allemands est née. Seul bémol de l'histoire, à l'époque, le chocolat n'est pas encore inventé. Bref, l'explication ne tient pas debout. En vérité, la praline des Allemands vient de Belgique. En 1857, un certain Jean Neuhaus ouvre à Bruxelles une pharmacie-confiserie où il vend de la réglisse contre les maux d'estomac, des bonbons contre la toux, etc. Puis, il a l'idée d'enrober des médicaments de chocolat pour faire passer leur goût un peu amer. Ça marche du feu de Dieu. Puis, en 1912, son petit-fils, qui s'appelle Jean Neuhaus aussi, se dit que des pilules dans du chocolat, c'est bon, mais le chocolat tout seul, c'est bien meilleur. Jean Junior enlève le préfixe pharmacie à l'entreprise familiale, remplit des petits moules en chocolat de crème, recouvre la chose d'une minuscule tablette de chocolat et appelle la petite merveille, vous l'avez deviné, praline. On connaît la suite. Sa création conquiert le monde et les Allemands adoptent le mot praline sans faire d'histoire, tandis que les Français, probablement vexés de ne pas être à l'origine d'un tel délice, disent petit chocolat ou tout simplement chocolat. Comme beaucoup d'Espagnols, j'ai toujours commencé la journée en trempant mes biscuits préférés dans du lait avec du colacao, notre chocolat en poudre à nous. Cela posait un problème au reste de ma famille, surtout lorsque nous chargions la voiture pour aller faire du camping en été. Le coffre ne pouvait contenir qu'une seule boîte de biscuits pour toutes les vacances. Et nous avions de grandes discussions sur les types de biscuits que nous allions prendre pour le petit déjeuner. À la fin, je parvenais toujours à convaincre ma famille d'importer mes biscuits préférés, les Maria, un classique imbattable. Vous allez voir pourquoi. Le dessin de la Maria est presque universel. Un biscuit rond, avec une bordure décorée, de nombreux petits trous, et au centre, écrit en lettres capitales, Maria. Mais qui est Maria et quel est son rapport avec les biscuits? Aussi espagnol que son nom puisse paraître, la Maria en question n'est autre que la grande-duchesse Maria Alexandrovna de Russie, qui a épousé en 1874 Alfred Ier, duc de Saxe-Cobourg et Gotha, fils de la reine Victoria du Royaume-Uni. Pour commémorer ce mariage, la société anglaise Pickfriends a créé un biscuit appelé Mary Biscuit.
Ces biscuits aristocratiques se sont rapidement répandus dans le monde entier, et notamment en Espagne, où ils sont devenus une icône. Peu à peu, de plus en plus de biscuiteries ont inclus les biscuits Maria dans leur assortiment. Sa popularité augmente tout au long du XXe siècle et les usines se multiplient dans toute la péninsule. Même le dictateur Francisco Franco est intervenu pour protéger sa production dans la période d'après-guerre. Craignant que des troupes étrangères n'attaquent l'Espagne par la côte, il a encouragé les usines à se déplacer du littoral vers l'intérieur du pays. Les années 1960 ont marqué un tournant dans son histoire. À cette époque, les excédents de blé coïncident avec un boom démographique. Et quoi de mieux qu'une bonne Maria pour nourrir cette nouvelle génération d'Espagnols? Tout le monde s'est mis à en fabriquer. Ils ne sont pas trop chers à produire, ils sont très nutritifs et pas excessivement sucrés. À une certaine époque, plus de 400 sortes de ces délicieux biscuits étaient commercialisés en Espagne. Toutes les marques affirment que leurs biscuits sont les authentiques Maria et tentent de se distinguer de la concurrence. Artiach, par exemple, a créé Duquesa Maria, la gallette inconfondible, les biscuits incomparables, dont la publicité est assurée par une femme vêtue d'une curieuse robe en biscuits. Marabou, pour sa part, a créé Marabou Dorada, un Maria premium à la couleur dorée irrésistible, dont la publicité est assurée par Doradita, un biscuit sympathique qui est même devenu un jouet. Mais le vainqueur de cette compétition est peut-être Fontaneda avec ses biscuits Maria Fontaneda, présentés comme la buena Maria, la de siempre, la bonne Maria, celle qui a toujours été là. Qué buenas son las galletas Fontaneda. Las de siempre. Fontaneda. Aujourd'hui, la fièvre des biscuits Maria est loin d'être terminée. Il est impossible de mettre les pieds en Espagne sans les rencontrer. Ils apparaissent dans les aliments et les bouillies pour bébés, les glaces, sur les crèmes pâtissières, les gâteaux d'anniversaire et même dans les hôpitaux, où ils font partie de l'alimentation de nombreux patients. Pour nous, les Marias sont les compagnons de toute une vie. Et si vous doutez encore de leur qualité, sachez que grâce à leurs petits trous, les biscuits Maria peuvent être trempés dans le lait jusqu'à 3 fois sans se casser. C'est même l'argument définitif qui a convaincu ma famille au camping. Venez, on va parler crème fouettée. Comment? S'il y a une différence franco-allemande pour un mets aussi basique? Mais oui, déjà le nom. Les Allemands disent Schlagsahne, littéralement crème fouettée. Pragmatique. Les Français disent crème fouettée aussi, mais également crème chantilly. Un nom qui fond sur la langue et vient du château de Chantilly à 1 heure de Paris, car la légende raconte que le célèbre majordome Vatel y a inventé la crème fouettée. Le problème avec les légendes, c'est que souvent elles racontent n'importe quoi. Ainsi suis-je au regret de vous annoncer que la chantilly ne fut ni inventée à Chantilly, ni par Vatel, qui n'était même pas cuisinier. Personne n'a réellement inventé la crème fouettée. Elle existait depuis longtemps un peu partout en Europe. En France, on met la crème fouettée sur sa glace, ses fraises, dans son chocolat chaud, sur sa gaufre. En Allemagne, on la met aussi sur la tarte aux fraises et au quetsch et sur le belegter Tortenboden, une génoise industrielle qu'on agrémente de fruits souvent en conserve, un truc immangeable sans crème fouettée. Notre manie de rajouter de la crème fouettée sur les gâteaux a même une chanson. Aber bitte mit Sahne, avec de la crème s'il vous plaît, de Udo Jürgens. Et je me souviens avec émotion de l'imposante machine en inox de ma grand-mère boulangère qui produisait une délicieuse crème fouettée sucrée vendue dans des petites barquettes en carton. Chose qui se fait encore aujourd'hui dans certaines pâtisseries allemandes. Voici la recette de base. Battez pendant quelques minutes une crème liquide bien froide contenant au moins 30% de matière grasse. Mettez du sucre glace, de la vanille ou pas à votre guise. Mais arrêtez-vous à temps, sinon ça se transforme en beurre. Comme c'est un peu fastidieux, les plus pressés et les moins gourmands se rabattront volontiers sur une bombe pour une crème fouettée immédiate, trop chimique, trop sucrée et qui fond super vite. Ce qui m'amène à une autre différence franco-allemande, la plus importante sans doute. L'engouement des Allemands pour cette petite poudre nommée avec toujours autant de pragmatisme Sahnesteif, crème ferme. Ajoutée à la crème au moment de la battre,
le Sahnesteif la rend effectivement si ferme que l'on peut la garder jusqu'au lendemain, au moins. En France, peu de gens connaissent la chose. On la trouve pourtant au rayon pâtisserie sous des noms aussi jolis que Chantifix ou Fix Chanty. En Allemagne, en revanche, le Sahnesteif est si courant que son nom, breveté en 1967 par l'entreprise Dr. Oetker, est vite devenu un nom générique. Donc, peu importe la marque, tout le monde dit Sahnesteif. Sur Facebook, les messages désespérés d'expatriés allemands « Peut-on trouver du Sahnesteif en France ?» prouvent à quel point les Allemands sont perdus sans leur poudre magique. Pourquoi ? Eh bien, à cause d'un rituel très allemand. L'invitation à 15h à un Café und Kuchen, un goûter pour adultes, avec du café, des gâteaux et de la crème fouettée. Ferme, qui tient plusieurs heures sans brancher, s'il vous plaît. En plus, elle rentre dans la composition de ces gâteaux à la crème dont on raffole en Allemagne, en tête la Schwarzwälder Kirschtorte, la forêt noire, dont la recette exige 1 litre de crème et 5 sachets de Sahnesteif. Si. Sans ça, on risque un effondrement précoce de la chose qui ne ravira personne. Et maintenant, chers Allemands et chers Français aussi, je vais vous trahir un secret. Vous n'êtes pas du tout obligé d'acheter du Sahnesteif ou autre chantifix pour réussir une magnifique crème fouettée, une qui reste ferme pendant des heures et des heures. Un peu de maïzena fera très bien l'affaire. Par un après-midi d'hiver glacial à Paris, j'ai eu subitement l'envie d'un bon chocolat chaud fumant. Je suis entrée dans un café sympa, mais qu'est-ce que le serveur m'apporte ? Un truc si léger, si liquide, si fade, du lait avec du cacao ? Un petit déjeuner pour les enfants, quoi. Je sentis la déception monter en moi et la nostalgie de Madrid m'envahir. Où est donc mon bon chocolate con churros ? Au bureau, quand je racontais mon expérience à Claire, elle a poussé de hauts cris. Quoi ? Cette espèce de chocolat chaud et pâteux avec cette consistance qui ressemble à du ketchup mélangé à de la crème fraîche ? Ce truc hyper épais et hyper sucré dans lequel vous trempez ces espèces de serpentins gras et frits à l'huile, c'est churros ? Ne m'en veux pas, Marietta, mais pour moi, je te le jure, c'est immangeable. Bon, chacun ses goûts, comme on dit. Mais je crois que Claire n'a pas compris l'essence de ce bon chocolat épais avec ce churro légèrement sucré et croquant. Il n'est peut-être pas très élégant de le tremper dans le chocolat, mais la tentation est trop forte. Nous le faisons tous. Comme tant d'autres choses, c'est du Mexique que nous est arrivé le chocolat avec la conquête de l'Amérique. Quant aux churros, ils s'inspirent des youtiao, les beignets chinois. Et ce seraient les Portugais qui les auraient introduits dans la péninsule ibérique. D'ailleurs, les Portugais sont aussi friands de ce mélange de farine, d'eau, d'huile, de sel et de sucre que peu de gens osent cuisiner chez eux, même s'il existe un appareil tout exprès pour les fabriquer. Vous voyez là, dans le fond, ce trou en forme d'étoile, on met la pâte par là et elle tombe directement dans la friture, en prenant cette jolie forme avec ses nervures. Miam! En fait, il y a 3 moments pour déguster un bon chocolate con churros. Au petit déjeuner, généralement au café, à côté du travail, ou bien alors les jours fériés. Je me souviens que souvent, avec mon père, le dimanche, on s'échappait très tôt pendant que tout le monde dormait pour aller à la churreria du quartier acheter ce délicieux petit déjeuner tout frais. Les churrerias, c'est une institution chez nous et le churrero est un artisan qui transmet généralement son savoir-faire et son activité de génération en génération. Parfois, la churreria, c'est juste un camion qui parcourt les fêtes foraines. Deuxième moment idéal pour se régaler, le goûter, entre 5 et 7 heures de l'après-midi, dans un café, seul ou accompagné. Il est très fréquent de voir des groupes de dames très élégantes boire le chocolate con churros au moment où les Anglais prennent le thé. Troisième moment, à l'aube, lorsque la fête se termine et que nous quittons les clubs
épuisés et affamés. Les Français préfèrent la soupe à l'oignon pour jouer les prolongations. Pour les fêtards espagnols, il faut quelque chose de sucré, de puissant. Il y a des chocolateries historiques, comme San Ginés à Madrid, stratégiquement situées derrière l'une des discothèques légendaires de la capitale, Joy Eslava, une icône aujourd'hui encore de la vie nocturne madrilène. À San Ginés, on continue de servir ces tasses incomparables avec du chocolat brûlant, épais, crémeux et ces churros délicats et parfaits. Une explosion de saveurs vraiment réconfortante. Mais peut-être ce qui inquiète Claire, ce sont les calories des churros espagnols. Eh bien, il faut savoir que dans 100 grammes de churros, il y a 296 kilocalories et 6 grammes de graisse. Alors que 100 grammes de gaufres, en revanche, c'est plus de 400 kilocalories et 23 grammes de graisse. Donc, ne vous laissez pas impressionner. Allez goûter le chocolate con churros, vous m'en direz des nouvelles. Chère rédaction de Carambolage, je suis française et je vis en Allemagne depuis peu. Je vous écris pour vous raconter un petit choc culturel. Une de mes collègues prépare son pot de départ, prévu dans l'après-midi. Elle s'est déjà occupée des boissons, café, jus et quelques bouteilles de Sekt, le vin mousseux des Allemands. Il ne manque que le gâteau. « J'irai à la boulangerie tout à l'heure, je prendrai un Blechkuchen », me dit-elle. Mon allemand est assez bon pour que je comprenne que Blechkuchen signifie littéralement gâteau de tôle. Ok, j'ai immédiatement des images dans la tête. Est-ce un gâteau à la surface ondulée? Un gâteau gris? Plutôt croquant? Ou bien dur comme un sablé? Alors, quand ma collègue me demande de l'accompagner à la boulangerie pour l'aider, je m'exécute avec plaisir. Et là, je les vois, les Blechkuchen. On ne voit que ça d'ailleurs. Des gâteaux géants, rectangulaires, posés côte à côte, prenant pratiquement toute la place dans le présentoir. Je reconnais du Streuselkuchen, une sorte de crumble, du Mohnkuchen, un gâteau au pavot, et du Käsekuchen, un gâteau au fromage blanc. Je comprends alors que le mot Blech, qui veut dire tôle en français, ne se réfère pas au gâteau lui-même, mais à la grande plaque de cuisson sur laquelle il a été cuit. Je trouve ça pour le moins curieux. Comprenez-moi, en France, je n'ai jamais vu ça. Dans les boulangeries françaises, on achète soit un grand gâteau, soit de petites parts individuelles, souvent joliment décorées, au nom plein de fantaisie, comme opéra, religieuse, éclair. En comparaison, ces énormes Blechkuchen me semblent horriblement fonctionnels. Je ne doute pas qu'ils soient très pratiques. D'ailleurs, en achetant 2, ma collègue va pouvoir nourrir toute l'entreprise à peu de frais. Je vois aussi l'aspect économique, car j'imagine que la forme rectangulaire du Blechkuchen permet au pâtissier de faire cuire un maximum de pâte sans aucune perte de place. Mais quand même, qui a envie de manger un gâteau pratique? Eh bien, croyez-le ou pas, il se trouve que c'est moi. Lors du pot de départ, j'en ai mangé 3 parts en tout et je me suis régalée. Donc, chère rédaction de Carambolage, je retire tout ce que je viens de dire. Un gâteau peut tout à fait être moche, fonctionnel et délicieux à la fois. À très bientôt, Léa.